le viol par un proche, c'est-à-dire le viol par quelqu'un que tu connais et avec qui tu as tissé une relation de relative ou grande confiance, un ancien collègue, un copain qui reste tard après une soirée et qui va t'agresser chez toi, un ami de la famille, etc. etc. D'ailleurs, ça pose quand même la question de l'éducation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des gens qui pensent que non n'est pas une phrase complète. Enfin, quand je dis non, ça veut pas dire tout à l'heure, ça veut pas dire peut-être, ça veut pas dire j'ai envie mais je joue. Un non est un non. Il y a certaines féministes qui font un travail remarquable, mais il y a aussi certaines féministes qui sont les idiotes utiles d'une idéologie progressiste qui s'attaque aux liens de confiance entre l'homme et la femme en faisant systématiquement passer l'homme pour un salaud. Et si ça peut être l'homme de la famille, c'est quand même bien. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Claire. Bienvenue sur du coup ton deuxième épisode d'Éclat de femme. Le premier épisode justement, tu avais parlé de ton livre L'Antimère, c'était vraiment très intéressant. Je crois qu'il avait très bien fonctionné en plus de ça. Les gens étaient vraiment très contents de pouvoir découvrir ce que tu avais pu écrire et justement vivre aussi, parce que c'était un témoignage également de ta vie. C'était vraiment passionnant. On a également parlé dans le premier épisode de justement le viol commis par un inconnu, toutes ces techniques, on va dire, de reconstruction après avoir vécu un événement très traumatisant à un instant T. Et là, aujourd'hui, tu repasses en tant que, également, encore une fois, experte sur le viol commis par un proche. Donc on va raconter un petit peu ce sujet où justement le traumatisme est vraiment traité d'une façon différente. Donc déjà, dans un premier temps, est-ce que peut-être te représenter un tout petit peu. Ouais, et après, on parlera en plus en détail de ce sujet-là. Oui, merci à toi d'avoir parlé de l'antimère qui traite d'une autre forme de traumatisme, effectivement, de la jalousie mère-fille qui existe parfois. Donc moi, je suis psychologue clinicienne et psychothérapeute. Ça fait 19 ans que j'exerce en libéral. J'ai aussi travaillé à l'hôpital. Et puis... j'ai une activité d'écriture. J'ai publié 5 livres et je dirige une collection chez Albin Michel. Et bien évidemment, dans ma pratique en libéral, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont été victimes ou qui sont victimes et qui cherchent à sortir de l'emprise, notamment de violences sexuelles. Et c'est vrai que comme un sujet qui arrive sous les projecteurs de l'actualité est souvent traité de manière très rapide dans les médias, on peut avoir tendance à un peu mélanger les choses et puis les violences sexuelles vont devenir un peu un mot valise comme le mot cancer ou le mot dépression, alors qu'il y a des situations qui sont très singulières et qu'on peut pas du tout les aborder de la même manière en psychothérapie. Donc je trouve que c'est important de revenir sur la différence. Ce ne sont pas des questions de comparaison, de hiérarchie. Il n'y a jamais un patient qui souffre plus qu'un autre, on raisonne pas comme ça. Mais on va pas tirer le fil de la même manière avec une personne qui, comme toi, avait subi une agression par un inconnu, sans antécédent, par surprise, et une personne avec qui tu n'avais pas de lien et donc pas de lien d'attachement. Bien sûr. Parce que là, on va devoir vraiment prendre en charge en premier lieu ton état de stress post-traumatique, ton état de sidération, avec tout ce que ça peut engendrer de très handicapant dans la vie quotidienne pendant de longs mois. Et on avait parlé d'ailleurs dans le premier épisode de l'aide que pouvaient apporter les séances de MDR. Exactement. Pour enlever un peu la charge émotionnelle des images et des reviviscences traumatiques. Et puis le cas où tu es violée, alors là je sors le cas encore autre et spécifique sur lequel on reviendra peut-être de l'inceste, mais le viol par un proche, c'est-à-dire le viol par quelqu'un que tu connais et avec qui tu as tissé une relation de relative ou grande confiance, un ancien collègue, un copain qui reste tard après une soirée et qui va t'agresser chez toi, un ami de la famille, etc. etc. Et là, les enjeux pour la personne ne sont pas les mêmes en psychothérapie. Il y a évidemment un effet de choc et de sidération, mais le plus difficile en fait à travailler va être la question de la trahison. Et ça prend du temps parce que ça va pas forcément générer des conséquences post-traumatiques de peur de sortir chez soi, etc., etc., mais ça va vraiment venir abîmer la capacité à faire à nouveau confiance. Et ce qui va être le plus long en thérapie, peut-être que pour toi le plus long ça a été de pouvoir sortir en refaisant confiance à l'environnement, sans sursauter quand tu voyais une silhouette qui avait à peu près la même carrure que ton agresseur.
Pour la personne qui est agressée, par exemple, par un copain, un ex-petit ami, par un mari, parce qu'il y a des femmes qui sont violées par leur mari, c'est vraiment la question des repères et de la confiance, en fait, qui va poser problème. Et on va devoir, à un moment donné dans la thérapie, travailler comme avec une personne endeuillée. Parce que quand le parrain de ta fille, un copain de ton frère, un ancien collègue, un ex-petit ami, c'est arrivé à une de mes patientes, des années après, elle avait une histoire au lycée, et en fait, elle a recroisé cet homme qui l'a violée à 30 ans. Et c'est remonté d'un coup. Et là, ils étaient copains au lycée, en fait, et il l'a violée à 30 ans après une soirée. Et là, c'est vraiment la question de la trahison, de la confiance que tu as mis dans cette relation. À un moment donné, la honte d'avoir accordé de la confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas. Et puis, la question du deuil, parce que parfois, c'est des gens dont on est proche actuellement. Là, c'était plus son cas, mais quand c'est un ami, tu es non seulement violé, mais tu es endeuillé. C'est-à-dire que tu as perdu, il y a vraiment une dimension de perte, tu as perdu quelqu'un qui comptait pour toi. Et on sait bien qu'après un trauma, les personnes qui vont être autour de toi, qui vont être des ressources affectives, vont être très importantes pour te récupérer. Et là, tu te retrouves à la fois avec un agresseur et un ami en moins. Et cette question du deuil est très importante et on n'y pense pas forcément quand on parle des viols par un proche. Totalement. Et je pense qu'il doit y avoir aussi ce côté un peu culpabilisation. Peut-être aussi d'avoir donné sa confiance à une personne qu'on aurait cru être sain, on va dire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que toi, tu as été submergé par des vagues de colère vis-à-vis de l'autre. Quand tu es violé par un ami, tu peux te sentir extrêmement en colère et retourner la colère contre toi. Parce que tu te dis, mais j'ai honte, comment mon discernement a-t-il pu être altéré? Si bien qu'en thérapie, on met parfois du temps à trouver ces viols. Parce que pour toi, il ne faisait aucun doute que tu avais été agressé. Quand tu es agressé par un ami, tu commences par être dans un déni total, parfois même par complètement oblitérer l'événement. C'est pas forcément de l'amnésie traumatique, mais tu le mets de côté, tu veux pas y repenser. Et tu vas te trouver dans un malaise où, en fait, tu vas éviter la personne. Tu le vois plus, tu refuses les sollicitations, etc. Mais tu mets un certain temps à accepter qu'en fait, il y a eu une agression sexuelle caractérisée, parfois avec des circonstances aggravantes parce que en plus c'était chez toi, etc., etc. Et tu te dis mais en fait j'ai fait venir cette personne chez moi, comment je vais pouvoir aller expliquer aux flics que j'ai été violée alors que c'est moi qui l'ai invité, qu'on était amis, qu'on avait rigolé par SMS dans l'après-midi, c'est inaudible. Comment je peux prouver ça? Bon, en réalité aujourd'hui là-dessus il y a quand même énormément de progrès qui sont faits et c'est tout à fait entendu. Dans tous les viols, il y a la question de la matérialité de la preuve qui pose de toute façon problème. Donc d'abord, tu dois trouver la ressource pour affronter cette réalité que quelqu'un en qui tu avais confiance et que tu aimais t'a agressé. Ça veut dire qu'elle a utilisé comme une arme ta confiance. Donc elle a retourné contre toi l'amour que tu lui portais. Et alors à ce moment-là, le patient traverse de la dépression, des affects très dépressifs. Parce que se dire mais j'ai été berné au point que c'est pas ma fragilité physique qui l'a retourné contre moi, c'est pas parce qu'il faisait 1m80, il passait dans la rue et moi je faisais 40 kilos, c'est le lien qu'on a tissé pendant des années qui est devenu une arme de destruction. Tu as mal, tu es triste, tu as honte aussi et une fois que tu en as la certitude, tu ne sais pas trop quoi faire de cette trahison parce que en fait, tu te retrouves avec cette perte d'une personne de confiance et ça vient faire un effet domino sur toutes tes relations, t'es troublé, tu te dis mais avec qui d'autre je me suis trompée? C'est ça, et à qui je peux vraiment faire confiance aussi ou... Et là, la personne commence à être rongée par le soupçon. Et donc, on va travailler assez longtemps en thérapie le doute qu'elle aura sur ses attitudes, ses contre-attitudes, qu'est-ce que j'ai pu laisser penser, pourquoi le non n'a pas été entendu, pourquoi la personne a interprété comme un oui un non qui était très clair, et est-ce qu'un malentendu serait possible avec d'autres personnes, mais est-ce qu'il y avait vraiment malentendu ou est-ce que cette personne est perverse? Donc tu commences à avoir un soupçon évidemment sur tous tes proches. Et là, il peut y avoir une tendance à se replier sur soi
qui va pas être j'évite de sortir parce que j'ai peur d'être agressée dehors, qui va être je n'accepte plus les invitations parce que je suis en deuil et que je n'ai plus ma boussole interne pour me diriger dans les relations. Et je n'ai plus envie, je n'ai plus d'appétence pour le lien. Une victime s'isole, je suppose, en plus de ça. Je n'ai plus d'appétence pour le lien. En fait, je suis dégoûtée parce que c'est ce que j'avais de plus intime. C'était mon meilleur ami, c'était un collègue avec qui on avait fait un projet extraordinaire qui est venu me trahir. Et donc là, tu perds un peu le goût de l'autre. Et à partir de quand, enfin, je suppose que du coup, tu as dû accompagner des victimes qui ont été violées par un proche. À partir de quand, en moyenne, une victime se rend compte vraiment? Est-ce que ça peut être instantané ou ça vient plusieurs années après, justement comment ça se passe exactement en termes d'acceptation? En fait, ça dépend beaucoup du profil de la victime. Quelqu'un qui a une bonne estime d'elle-même et qui est assez au clair avec elle-même, elle va identifier quand même assez rapidement qu'il y a eu une agression et qu'elle avait bien dit non et qu'on l'a bien forcée et que c'était pas un jeu de séduction, il y avait bien une brutalité avérée et il n'y a pas eu de consentement. Et quelqu'un qui va relativement bien avant l'agression va l'identifier assez vite. Quelqu'un qui va pas très bien, qui a pas une bonne estime de soi, qui a pas vraiment confiance en soi, va être mis complètement sous emprise de l'agresseur. Va même penser que c'est peut-être elle la fautive d'avoir organisé cette soirée, c'est peut-être elle qui aurait pas dû traîner après le pot de départ d'un collègue, voilà. Peut-être qu'elle avait un but de 3 verres et du coup et là, la place du thérapeute est très importante parce que nous, en tant que thérapeute, on est un peu le témoin qui vient authentifier et qui vient attester de la réalité de ce que la personne a vécu. Et pouvoir lui dire, mais attendez, il y a une différence entre flirter et un non qui n'est pas entendu, en fait. D'ailleurs, ça pose quand même la question de l'éducation, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il y a encore des gens qui pensent que non n'est pas une phrase complète. Enfin, quand je dis non, ça ne veut pas dire tout à l'heure, ça ne veut pas dire peut-être, ça ne veut pas dire j'ai envie mais je joue. Un non est un non. Et normalement, un gamin de 3 ans le comprend. Donc là, il y a quand même une question d'éducation. Comme ce que tu me disais justement. Au respect et au discernement et au fait que l'autre n'est pas un objet que j'ai la possibilité de posséder, quoi. Exactement. Comme ce que tu disais en off, justement, on en parlait tout à l'heure, où justement on apprend à un enfant de 3 ans à ne pas toucher dans un magasin et on a le droit de regarder, tout simplement. T'as le droit de regarder. C'est ça. T'as le droit d'avoir envie. Voilà. T'as le droit de demander. On demande. Mais si c'est non, c'est non. Exactement. Et du coup, justement, quand ces victimes viennent te voir, etc., à quel moment elles se disent, est-ce qu'elles ont déjà porté plainte ou alors est-ce que c'est en travaillant justement dessus ou elles se disent, ok, là, il faut que j'aille porter plainte et est-ce que tu arrives à les aiguiller là-dessus également? Alors, on est bien d'accord qu'on parle du viol par un proche au sens environnement social, professionnel, ami. Le proche, ça peut être aussi un supérieur hiérarchique et donc il y a une crainte des conséquences et des représailles, etc. Donc, pas de l'inceste. Parce que pour moi, évidemment, l'inceste est un viol par un proche, mais c'est aussi beaucoup plus que ça et beaucoup plus compliqué que ça. Et là, c'est tout un système familial qui est pourri et qui est infesté. Incesté et infesté, c'est des mots très proches. Donc, on ne parle pas aujourd'hui ou pas pour le moment, de l'inceste. Dans le viol par un proche par rapport au viol par un inconnu, en général, la démarche d'aller porter plainte est infiniment plus longue. C'est-à-dire que je pense quand même qu'aujourd'hui, les femmes savent, on voit bien l'augmentation des plaintes qui sont déposées. Alors malheureusement, beaucoup sont classées sans suite, mais les femmes savent que quand il y a une agression par un inconnu, il faut aller porter plainte et qu'elles peuvent le faire et qu'il y a des recours. Et on commence à avoir quand même des formations dans les commissariats. Totalement. On commence à savoir qu'il faut fermer la porte pour ce genre de déposition. Mais des choses qui n'étaient pas le cas il y a 20 ans. Donc là-dessus, on a quand même avancé. Quand c'est un proche, on met beaucoup plus de temps. Parce que le chagrin d'avoir perdu une relation de confiance, tu sais, ça touche l'ego d'être trahi aussi. S'avouer qu'on a été trahi, c'est aussi difficile que s'avouer qu'on a été violé physiquement. Ça prend du temps, donc on minimise, on banalise, et puis on redoute énormément les conséquences parce que on va faire éclater le cercle amical, ça va rejaillir sur notre réputation au travail, c'est-à-dire que t'as une proximité avec l'agresseur qui fait que quelque part, le fait de l'attaquer en justice fait surgir des conflits de loyauté, fait surgir une crainte. Parfois, tu as d'autres proches qui vont te mettre la pression, qui vont te dire « mais tu vas abîmer ton image ». Ça sert à rien, laisse couler, etc. Tu vas planter ta carrière, tous tes amis vont te tourner le dos. Donc c'est beaucoup plus long comme démarche. C'est beaucoup plus long et en général, il faut quand même plusieurs semaines ou mois de psychothérapie pour arriver à faire la démarche.
Parce que à partir du moment où tu vas porter plainte, tu acceptes que tu es en guerre. Bien sûr. Quand c'était quelqu'un que tu aimais profondément, déjà, se dire mais je l'aimais profondément et j'ai été violée, c'est extrêmement douloureux parce que rétroactivement tu as honte de l'avoir aimé. Mais surtout tu te dis à partir du moment où je franchis la porte du commissariat, c'est no way back. Bien sûr. C'est-à-dire que la guerre est déclarée ouvertement. Alors en fait c'est lui qui a déclaré la guerre, hein, c'est pas toi. Sauf que tu te dis il n'y aura plus de réparation possible et au plan psychique et émotionnel, l'être humain, la victime, est parfois plus apaisé par la réparation que par la vengeance. Alors, tu vas me dire, c'est pas une vengeance de porter plainte, mais parfois on aimerait que le lien puisse être réparé. Alors, dans certains cas, c'est possible, mais il faut déjà que l'agresseur reconnaisse ce qu'il a fait. Et souvent, c'est pas le cas, je suppose, surtout dans les viols commis par un proche. Enfin, ça doit être... Tout dépend si c'est par exemple le viol conjugal, je pense que c'est encore plus compliqué que si c'est un viol par exemple. Le problème c'est que si tu veux, quand il finit par y avoir un aveu, parce que très souvent l'agresseur en fait avoue par peur que sa vie soit détruite par une plainte. Ouais. Donc il reconnaît, il dit ok oui j'ai abusé, j'ai déconné mais j'étais bourré, etc. Mais ce ne sont pas des aveux sincères, ce sont des aveux pervers pour éviter que ça se règle en justice. Donc il y a une sorte de négociation pour que ça se règle à l'amiable en fait. Après il y a des belles... il faut quand même porter un peu d'espoir. Moi j'ai vu des belles issues. J'ai vu des personnes faire véritablement amende honorable, aller travailler sur elles, aller en thérapie, demander pardon, trouver une manière de réparer symboliquement ce qui s'était passé, mais ça reste des cas exceptionnels. Et dans ces cas-là, oui, il faut, quand il n'y a pas de réparation possible, évidemment qu'il faut porter plainte. Déjà parce qu'il faut que cette personne comprenne par l'épreuve de réalité qu'on ne peut pas faire ça. Oui. Donc quand tu portes plainte, tu rends service à des potentielles victimes, c'est ce que je dis toujours aux gens. Portez plainte pour les autres si vous ne le faites pas pour vous. Voilà. Mais la réparation est quand même très rare, mais chez l'être humain, la réparation est la plus belle issue, mais c'est vrai qu'elle est assez minoritaire. Justement, tu parles que quand un viol est commis par un proche, ça fait place à de la trahison, et par un inconnu, c'est plus place à de l'humiliation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ces deux grosses différences ? Quand tu te fais agresser sauvagement, comme ça a malheureusement été ton cas, après la sidération, les premières émotions que tu vas aller travailler en thérapie, c'est des émotions de dégoût, d'être souillé, d'avoir été profondément humilié. Mais pour qu'il y ait trahison, il faut qu'il y ait fidélité, c'est-à-dire confiance et lien, ce qu'il n'y avait pas avec ton agresseur. Donc finalement, tu as été prise par surprise, mais tu n'as pas été trahie, tu as été humiliée. Et donc on va devoir aller vraiment retravailler, retisser ton estime de toi, ton image du corps, la possibilité de te montrer à nouveau vulnérable avec un homme. Pour certaines femmes, évidemment, c'est le désir sexuel qui est complètement gelé parce que les images de viol sont encore trop présentes. Mais il y a aussi des viols qui vont pas tant impacter le désir sexuel que l'image qu'on a de son corps en laissant des traces de honte dans l'humiliation. C'est-à-dire qu'avant que ce soit la relation à l'homme qui pose problème, ça va déjà être la relation avec son propre corps et ça peut déclencher des périodes de troubles alimentaires très importants, par exemple, avec des patients qui vont se faire vomir pendant des semaines et des semaines parce que le fait de se remplir et de vomir est une manière métaphorique de reprendre le contrôle sur le sentiment de mettre dehors ce qu'on ne veut pas à l'intérieur. Donc souvent ça déclenche ce type de réaction. Quand tu es agressé par un proche, on va donc devoir travailler la trahison et la possibilité de ne pas devenir contrôlant et de refaire confiance à nouveau à quelqu'un et de se faire confiance pour discerner en qui je peux avoir confiance et en qui je ne peux pas avoir confiance. Donc c'est pas tout à fait les mêmes axes thérapeutiques, tu vois, qu'on va travailler. Et alors en plus, si la personne qui a été trahie avait déjà une blessure de trahison dans son enfance par un de ses parents, là, tu vas réactiver des choses assez lourdes dans l'histoire et... Ça fait effet boule de neige et je suppose que ça... Et c'est souvent des personnes qui vont dire « Non, mais de toute façon, moi, je ne fais plus confiance à personne. » C'est-à-dire qu'elles vont se mettre dans une espèce de posture très défensive. J'ai besoin de personne, très contrôlante. Tout va bien, je gère. Parce que c'est trop dangereux, en fait, de faire à nouveau confiance. Alors que quand tu as la blessure d'humiliation...
Beaucoup de victimes vont chercher l'appui de leurs proches, au contraire, et vont avoir besoin d'être entourées de personnes très secourables. Ouais. Elles vont avoir besoin de pouvoir s'effondrer avec des bras qui les enveloppent. La personne qui a été trahie, elle veut surtout pas être enveloppée. C'est vraiment foutez-moi la paix, je me débrouille toute seule. Et donc nous, en thérapie, on doit vraiment l'alliance thérapeutique va les aider déjà à faire l'expérience d'un lien de confiance où elles sont pas trahies. Et ça, déjà, ça va être une expérience émotionnelle correctrice. Bien sûr. Parce qu'elles vont pouvoir se réappuyer là-dessus. Pour à nouveau accorder leur confiance à quelqu'un. Et je le vois justement, j'ai accompagné une victime comme ça qui, elle, a subi un viol fait par un proche où en fait elle était à une soirée avec des collègues, elle travaillait en banque et du coup c'est un milieu qui est quand même très élitiste. Et en fait elle s'est fait droguer par son supérieur. Son supérieur l'a ramenée dans une chambre et elle s'est réveillée le matin dans son lit, etc. Et elle s'est posé la question de elle-même, au final, est-ce qu'elle n'avait pas cherché, alors qu'en plus de ça, elle était fiancée avec son petit copain et que tout se passait très très bien. Et toute cette question-là, au final, de se dire, ah bah tiens, est-ce que je porte plainte, est-ce que je porte pas plainte, parce que si je porte plainte, je vais perdre mon travail aussi. C'est très dur comme traumatisme justement à travailler et je le vois, c'est des choses qui prennent du temps et en plus de ça, c'est un procès qui est traité en Suisse donc c'est encore différent, la justice est totalement différente également là-dessus. Mais on le voit, même dans le traumatisme, quand je suis avec ces victimes-là, je le vois que les demandes sont totalement différentes et que la reconstruction est pas du tout pareil que justement comme tu dis un viol fait par un inconnu, etc. Oui, et en plus tu soulignes quelque chose d'important, c'est que quand tu te fais violer alors que tu es en couple, t'as cette double peine d'avoir l'impression d'avoir trompé et de pas savoir comment le dire à ton conjoint. Et c'était exactement ça justement. Et d'avoir peur d'être quitté parce que le conjoint va pas pouvoir le gérer, va avoir peur. Il y a des hommes qui ont peur, qui se disent mais ma femme, ma petite amie a été violée, je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas comment gérer ce truc-là. Et donc tu te dis si je parle en fait, je vais perdre la personne à laquelle je tiens le plus. Donc il y a une double injustice. Non seulement j'ai été agressée, mais j'ai le sentiment que c'est moi la coupable. C'est ça, et puis je pense que même après, pour reconstruire tout ce qu'une personne a détruit comme ça avec son couple, ils ont vécu le traumatisme ensemble aussi, donc c'est ça qui est encore plus compliqué d'un point de vue sexuel, et puis même après Mais là c'est très important d'aller en thérapie, parce qu'il y a beaucoup de conjoints qui vont prendre la fuite parce qu'ils sont dépassés, et pas du tout parce qu'ils n'aiment plus leur petite amie. Et il faut se dire que le trauma, c'est un peu comme une grenade, ça a en fait touché plusieurs personnes et il y a des victimes, il y a une victime principale et des victimes secondaires, y compris des enfants. Quand tu es violée alors que tu as des enfants, en fait tes enfants sont par effet boule de neige victimes du fait que leur mère a été agressée. Et là, il faut aller en thérapie ensemble parce que le conjoint aussi, il a besoin de soutien parce qu'il a le sentiment d'être nul. Oui. Il se dit, mais si j'avais été à cette soirée ou si j'étais allée la chercher ou si je m'étais assurée qu'elle était raccompagnée, ça ne serait pas arrivé. Et alors, il n'y a pas de situation plus fréquente que le viol où on se dise après « et si ». C'est vraiment la situation où on se refait l'histoire 40 fois « et si ». Et si j'avais pris tel taxi et pas tel taxi, et si j'y étais allée accompagnée, et si... alors que par définition, même si tu vis en étant totalement paranoïaque, tu peux te faire agresser par la personne qui est supposée te protéger, donc... Oui, totalement, mais je le vois, des fois, il y a beaucoup aussi de victimes collatérales qui viennent justement dans l'association Éclat de Femmes, et qui viennent plus pour nous parler à nous, plus que la victime elle-même aussi, parce qu'en fait... Je pense que les victimes collatérales ne sont pas assez aussi mises en avant. En fait, on n'a pas assez de prévention, je pense aussi, pour qu'une victime collatérale se fasse soigner et aille en thérapie, comme tu dis, avec la victime qui a subi ça. Et se fasse aider. Et c'est très important parce que tu vois, beaucoup de femmes violées souffrent du fait que le jour où elles parlent à leur famille, à leurs frères, etc., il y a une indifférence absolue. Ouais. C'est un peu compliqué quand tu as été agressée sexuellement que tes frères ne réagissent pas, par exemple. Tu attends quand même qu'ils se positionnent en homme protecteur et que ça vienne corriger l'image que tu as désastreuse du masculin pervers. Totalement. Et beaucoup d'hommes qui ne seront jamais des agresseurs et des prédateurs sont tellement gênés qu'ils ne vont pas réagir. Et ça, c'est une deuxième agression, non pas parce que quelque chose est infligé, mais parce que quelque chose n'a pas lieu. Et c'est assez traumatisant de voir que quand tu dis que tu es violée, il n'y a pas de réaction dans l'entourage proche. Donc, bien sûr qu'il faut que les conjoints, etc., n'aient pas peur de se faire aider parce que nous, c'est notre métier.
d'accompagner les victimes, et que c'est pas parce que tu es très amoureux d'une femme que tu vas savoir réagir le jour où elle se fait agresser. Totalement. Parce que, de toute façon, la première chose que tu as envie de faire, c'est d'aller tuer la personne qui l'a agressée quand tu l'aimes. Oui. Et tu peux pas le faire. Non. Mais du coup, tu sais pas quoi faire d'autre. Je pense quand on est un homme, on est totalement démuni. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup chez qui ça fait un électroencéphalogramme plat. C'est-à-dire, ça bouge plus. Il y a erreur 404, ils ne réagissent pas. Et puis, tu as un certain nombre d'hommes qui disent, je vais aller le buter, c'est qui ? Ouais. Et en fait, ni l'une ni l'autre n'est adapté comme posture. Et là, oui, il faut pas hésiter à se faire aider. Ouais. C'est ça qui est important, je pense, et qu'on ne rappelle pas assez, c'est sûr et certain. Un autre sujet aussi qui est très intéressant, c'est celui quand on s'est fait justement violer par un proche, et après le fait, en tant que femme, à vouloir un enfant. Voir la maternité, etc. Justement, j'ai discuté avec une victime qui, elle, s'est fait violer par un proche il y a de ça une dizaine d'années, et qui, là, est enceinte, et qui, justement, remarque que dans son corps, en fait, il y a des problématiques, alors qu'elle s'est mariée avec quelqu'un qui est... Donc, elle est très amoureuse. Elle est très amoureuse, ils sont super ensemble. Et du coup, comme elle attend un enfant, elle se rend compte qu'au final, son corps lui envoie des signaux. Et ça a vraiment un lien, le viol qu'on a pu vivre, avec le fait d'avoir la maternité, etc. Alors, en fait, la grossesse, c'est un événement physiologique, mais c'est aussi un événement psychologique très particulier. D'ailleurs, il y a des psychiatres, des psychanalystes qui disaient qu'en fait, si c'était pas un état naturel pour donner la vie, ce serait un état psychotique, complètement pathologique. C'est-à-dire que pour donner la vie, tu es dans un état psychique d'immense porosité. Je pense que tu as déjà remarqué qu'il y a des femmes enceintes qui se mettent à pleurer juste parce qu'on leur a mal dit bonjour. Enfin, on est très sensible. Oui. Tout est à fleur de peau. Et c'est un processus nécessaire pour donner la vie, c'est-à-dire qu'on est ouvert. Il y a le bassin qui s'ouvre, mais il y a aussi le psychisme qui s'ouvre, l'inconscient affleure. Les femmes enceintes font beaucoup de rêves, souvent. Ce psychisme s'ouvre pour faire de la place à l'altérité. Mais c'est une altérité qui est belle, c'est l'altérité de l'enfant à naître. Et donc, normalement, quand ça arrive dans un cadre où cet enfant est désiré avec un homme qu'on aime, tous ces séismes identitaires, ces changements dans le corps, le fait d'avoir l'impression que on est intrusé, on contrôle plus son corps, on peut plus faire ce qu'on veut, on peut plus bouger comme on veut. À la fin, on a du mal à se retourner dans le lit, on a des nausées, voilà. C'est quelque chose qu'on accepte avec joie devant la venue de l'enfant à naître si on va suffisamment bien et qu'on est ancré avec le fait que c'est passager. Et dans un an, je remonterai à cheval et puis là, je supporte la frustration de ne pas monter à cheval et c'est pas un problème. Quand la personne a des fragilités et bien plus encore quand il y a eu des amnésies traumatiques, la grossesse est un moment privilégié pour que tout ce qui est enfoui ressorte. Okay. Et donc, il y a des femmes qui ont complètement amnésié le fait qu'elles avaient été agressées sexuellement et qui, en pleine grossesse, s'effondrent et elles ont une revisitance traumatique et elles disent « mais j'avais 5 ans et il y a le mari de ma prof de piano qui me met sur ses genoux et qui met sa main dans ma culotte. » Et ça ressort à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que tu as une porosité psychique particulière et que donc il n'y a plus ce qu'on appelle cette frontière, le douanier en fait du préconscient qui est normalement la frontière qui vient étanchéifier l'inconscient et le conscient et il y a tout qui passe. D'ailleurs, tu as des reflux souvent quand tu es enceinte parce que l'enfant appuie, voilà, et c'est pareil dans le psychisme, tu as des reflux. Et donc beaucoup de femmes, soit parce qu'elles l'avaient mis de côté, ça n'avait pas été soigné, ça avait été banalisé, mais elles s'en souviennent, soit parce que carrément elles s'en souviennent pas et il y a une reviviscence, elles sortent d'amnésie avec la grossesse, vont retrouver ces abus sexuels et il va y avoir une sorte de comme les limites sont confondues, c'est-à-dire c'est les limites de mon corps, mais en fait à l'intérieur de mon corps il y a quelqu'un d'autre, donc en fait il y a 2 personnes dans un seul corps, donc toutes tes frontières deviennent floues un peu. Ce que tu vis dans une grande joie, mais quand même une grande vulnérabilité émotionnelle, tu as besoin de te sentir bien entourée quand tu es enceinte. Bien sûr. D'ailleurs, beaucoup de femmes disent instinctivement, je regarde plus les infos, etc. Je me coupe de tout ce qui me stresse parce que j'ai besoin d'être dans ma bulle avec mon bébé. Cet enfant peut être un peu confondu et être le support de projections très négatives parce qu'il est vécu comme un intrus. C'est une altérité en soi qui peut, alors qu'elle a été choisie,
sembler insupportable à une femme qui a été traumatisée. Et dans ces cas-là, l'accouchement doit être extrêmement préparé en amont en psychothérapie parce que, surtout quand c'est le premier accouchement, c'est très angoissant. Le premier accouchement, on a besoin qu'on réponde à nos questions pour arriver pas angoissé à l'accouchement. Et ces femmes-là, si on les a pas vraiment accompagnées, l'accouchement va être vécu quasiment comme un viol. Ça va se superposer avec le sentiment d'éclatement, le sentiment d'effraction, le sentiment d'être un corps ouvert, éclaté, à la merci des autres. Parce que quand tu accouches en France, tu es quand même allongée, complètement passive. En général, il y a des hommes dans la pièce. Qui viennent, qui repartent en plus. Et quand ils pensent, mais en fait, l'accouchement, il a été conçu pour celui qui... Enfin, pour le médecin, mais pas pour la mère, parce que sinon, moi, j'accouche accroupie. Enfin, c'est pas logique d'accoucher allongée. Si tu penses que la loi de la gravité fonctionne aussi pour ça, c'est pas logique du tout. Donc, tu es hyper vulnérable. Et il y a des... Enfin, moi, j'ai adoré mes accouchements, mais néanmoins, pour beaucoup de femmes, c'est des moments difficiles. Et quand tu as vécu un abus, tu revis ce sentiment d'être exposé, d'être effracté. Et donc, ça peut créer des pathologies du lien. C'est pour ça qu'en néonatalité, en périnatalité, maintenant dans les hôpitaux, il y a souvent des psychologues qui vont de service en service, en fait, qui viennent voir les mamans pour éviter que la maman ait un mouvement de rejet du bébé. Et qu'il y ait une dépression du postpartum qui s'installe. La dépression du postpartum, c'est pas le baby blues. Il y a une chute hormonale 3 jours après l'accouchement qui fait qu'il y a un petit moment de baby blues où on pleure pour rien. Chez beaucoup de femmes, il y a des femmes qui l'ont pas. Moi, j'ai pas eu de baby blues. Et puis, t'as la dépression du postpartum qui est véritablement une dépression au sens psychiatrique du terme. Et ça, on peut la prévenir si les abus sexuels ont été travaillés. Ok. Et ça, comment ça se manifeste du coup? C'est le rejet de l'enfant qu'on a pu porter pendant 8 mois? C'est-à-dire que tu n'arrives pas... En fait, tu n'acceptes pas. Le mouvement naturel d'investissement de ton enfant avec l'ambivalence naturelle de « je l'adore, mais qu'est-ce que je suis fatiguée, je voudrais aller dormir, j'en ai ras-le-bol, prends-le, il arrête pas de pleurer, je comprends rien, je suis dépassée », que vivent surtout les mamans qui ont leur premier enfant parce qu'elles apprennent tout, elles décodent tout et tout est une première fois et tout est une surprise. Quand il y a eu une agression, en fait, ce que tu vas projeter sur l'enfant, c'est qu'il est le mauvais objet. Il est celui qui te persécute, en quelque sorte. Donc, elles ont des projections paranoïdes où elles voient dans l'enfant la personne qui les font se sentir mauvaise, inadéquate, pas à la hauteur, nulle, et puis qui les rend extrêmement vulnérables, en fait. Donc, elles vont projeter des choses négatives qui ne concernent pas le bébé et qui sont des projections de quelque chose de passé. Et est-ce qu'à la fois... ça peut être aussi, la maternité peut être aussi un moment de reconstruction et de transformation pour la femme qui a vécu quelque chose de très traumatisant? Oui. Oui, et je trouve que c'est très important de le souligner parce qu'alors il y a un discours qu'on entend quand même beaucoup en ce moment avec le mouvement No Kids, c'est que vraiment l'enfant, comme il est impératif de jouir sans entrave, l'enfant c'est la contrainte, l'enfant c'est la fatigue, alors l'enfant maintenant c'est la fin du couple, c'est la fin de la féminité, Enfin, il y a vraiment des discours assez catastrophistes qui font peser sur les enfants une culpabilité terrifiante, alors que l'enfant reste quand même l'avenir et la poésie du monde aussi. Enfin, c'est un enfant qui fait qu'il y a de la joie dans un foyer très souvent. Donc c'est important de dire aussi que dans le maternel, beaucoup de femmes vont reconstruire leur féminin, notamment quand le féminin a été victime de haine par un viol, par une agression, mais aussi par de la jalousie maternelle. La maternité peut être un lieu où, en donnant le bon que tu n'as pas reçu, et en voyant cet enfant finalement vulnérable comme toi et dépendant comme tu étais dépendant, te donner une confiance absolue. Et en fait, l'enfant va venir guérir, le lien avec l'enfant, en fait, c'est pas l'enfant qui guérit, c'est le lien avec l'enfant va venir guérir ton âme, ton cœur, parce que tu peux à nouveau faire l'expérience d'une relation de confiance, d'une relation pure, d'une relation absolument inconditionnelle, et d'une relation où, par amour pour l'autre, tu te sens devenir meilleur. Dans les deux sens, c'est-à-dire que l'enfant essaie de faire bien parce qu'il aime ses parents, et toi, en tant que maman, tu as envie de faire de mieux en mieux par amour pour cet enfant. Et donc cette boucle d'amour est évidemment très réparatrice. Et certaines femmes le disent, qui se sont beaucoup masculinisées quand elles étaient jeunes pour se protéger des agressions, ou de la jalousie, ou de la haine, ou de frères qui étaient brutaux. Donc elles se disaient, finalement, si je veux être à l'abri, il faut que... j'étouffe mon féminin et que je sois un homme comme les autres. C'est ça. Dans la maternité, elles vont pouvoir se je les vois arriver enceintes avec des talons, avec des boucles d'oreilles, en s'autorisant du féminin,
comme si le fait d'être maman leur donnait une puissance de lionne qui font qu'elles n'ont plus peur pour la femme qu'elles sont. Parce que finalement, la mère va leur donner l'assurance. Maintenant, je protège mes enfants. Il n'y a plus de choix. Et du coup, je me protège moi aussi. Et en plus de ça, c'est vraiment... Je pense que c'est au moment où on porte un enfant qu'on est réellement, totalement une vraie femme. On se rend compte qu'on est vraiment une femme parce qu'en fait, les femmes sont les seules à pouvoir porter la vie. Donc forcément, je pense qu'en tant que femme, on se dit « Ok, là, je suis 100%... Alors, je pense que tu as plein de choses qui peuvent faire exulter ton féminin, notamment être amoureuse, mais pour certaines, la réalisation artistique, etc. Mais ce que tu vis dans la maternité, c'est que tu fais l'expérience du pouvoir du féminin le plus absolu. C'est-à-dire que y a une majesté, moi, je trouve, chez les femmes enceintes. J'adore regarder des femmes enceintes. Depuis que j'ai vécu une grossesse gémellaire, je ne les envie plus. Mais parce que c'est pas pareil. Mais il y a une majesté chez les femmes enceintes où voilà, si tu le vis que sur le plan matériel physiologique, une grossesse c'est chiant, hein, je veux dire, t'as envie de vomir, t'as mal partout. Mais si tu le vis sur le plan émotionnel, affectif et spirituel, tu fais l'expérience du pouvoir le plus immense du féminin. C'est-à-dire l'amour avec un homme et prolongement de la vie. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que d'être celle à qui incombe la responsabilité d'assurer la survie de l'espèce? Parce que oui, les hommes participent, hein, mais il n'empêche que la nidification et la sécurité émotionnelle que le bébé vit dans les bras de sa mère quand il la retrouve après l'accouchement, en sentant les battements cardiaques, en sentant la chaleur, en entendant la voix de sa mère, en sentant son odeur, c'est irremplaçable. C'est pour ça que tout ce qu'on raconte sur la GPA, c'est des conneries idéologiques, parce que le bébé qui vient de naître, il peut pas se sécuriser, il peut pas apaiser son système nerveux s'il n'est pas près de la mère qu'il a portée pendant 9 mois. Donc envisager qu'on peut l'arracher sans conséquence, c'est une fake news scientifique monstrueuse. Totalement. Moi, j'ai une question un peu plus société pour toi, justement. Pourquoi ces féministes de gauche s'emparent du sujet principal sur lequel on était en train de parler, du viol commis par un proche, parce que elles veulent pas du tout parler d'autres sujets comme les viols commis par un inconnu, comme ce que j'ai pu vivre. Mais pourquoi renier ça et pourquoi s'emparer de ce genre de sujet et limite couper après tout ce côté... comment dire, on n'est plus des femmes en fait non plus. En fait, parce que c'est toujours pareil, si tu veux, quand un sujet, une thématique psychologique apparaît dans l'actualité et dans les médias, j'avais un professeur qui disait, moi je préfère qu'on parle pas trop de l'inceste parce que dès qu'on en parle, on l'escamote. En fait, si tu veux, quand tu commences à parler de l'intériorité et du psychisme, les gens dont ça n'est pas le métier vont pas avoir forcément suffisamment travaillé sur leur propre filtre personnel, leur propre biais psychologique, et pas forcément avec mauvaise foi, hein, parfois avec une véritable bonne foi, parfois avec une récupération, une malhonnêteté intellectuelle affichée, vont traiter ce sujet à la lumière de ce à quoi eux ils sont sensibles. Globalement, la droite va plus parler des viols en lien avec l'immigration qui sont une réalité incontestable, et globalement la gauche va plus parler de l'inceste et des viols intrafamiliaux, parce que pour la gauche, la famille, c'est quand même un peu suspicieux. Ouais. Et donc chacun va attaquer selon son cheval de bataille. Le problème, c'est que la vérité, elle est dans la totalité. Bien sûr. Il est indéniable qu'aujourd'hui, une femme qui habite à Paris ne peut pas faire les mêmes choses qu'il y a 15 ans, et il est indéniable qu'il y a eu 86% d'augmentation des agressions dans les transports en commun en 10 ans. Et il est indéniable qu'une victime d'inceste est atomisée à vie et que l'inceste est malheureusement, c'est pas du tout réservé à des familles intégristes ou au Moyen-Âge, et malheureusement encore monnaie courante en 2025. Et les deux sont vrais. Et le problème, c'est quand tu mets de l'idéologie, tu fais énormément de dégâts. Parce qu'à partir du moment où tu prends le prisme de c'est la famille qui fait des violences sexuelles, ça justifie que l'État prenne la place des parents dans l'éducation sexuelle et que donc certains idéologues disent des choses qui traumatisent les enfants en classe parce qu'ils font mal les cours d'éducation. De toute façon, pour moi, on devrait faire des cours d'instruction à l'école. Enfin, c'est de l'instruction, c'est pas de l'éducation, encore une fois. Et puis, il y a certaines féministes qui font un travail remarquable, mais il y a aussi certaines féministes qui sont les idiotes utiles d'une idéologie progressiste qui s'attaque aux liens
de confiance entre l'homme et la femme en faisant systématiquement passer l'homme pour un salaud. Et si ça peut être l'homme de la famille, c'est quand même bien. Et alors moi, j'ai quelqu'un qui m'a interpellée sur Instagram en me demandant pourquoi j'avais rappelé que le coupable, je crois que c'était en parlant de toi, était sous le coup d'un OQTF. Et je lui ai dit, mais parce que de la même manière, madame, qu'on dit que c'est Gérard Depardieu quand c'est Gérard Depardieu, que c'est le père quand il y a un inceste, que c'est le conjoint quand il y a un viol conjugal ou des coups sur une femme. Il faut donner une étiquette à un moment donné. Et que, en fait, à partir du moment où il y a un OQTF, ça veut dire que la personne était connue des services de justice. Bien sûr. Donc, ça veut dire que si les choses avaient été faites comme elles devaient être faites, il n'y aurait pas eu ce malheur supplémentaire. Donc pourquoi est-ce que j'occulterais qu'il était connu, alors que je n'occulterais pas que mon voisin agresse sa nièce à chaque fois qu'elle vient chez lui. En fait, pourquoi il y a des sources qu'on peut donner, des sources qu'on ne peut pas donner. Là, il y a un biais idéologique. Alors, elle m'a remercié, elle a dit « Ah oui, vous avez raison, etc. etc. » Mais on dirait qu'il y a des victimes qu'on peut nommer, des victimes qu'on ne peut pas nommer, des coupables qu'on peut nommer, des coupables qu'on ne peut pas nommer. Et ça, c'est parce qu'il y a de l'idéologie. Et c'est totalement dur aussi pour une victime de pouvoir s'orienter quand on se fait agresser. Est-ce que du coup, je vais plus m'orienter vers une association qui va vouloir bien écouter mon histoire, etc., qui du coup est plus de droite parce que je me suis fait violer par un individu sous QTF, qui est plus de gauche parce qu'au final je me suis fait violer par mon conjoint. Enfin, c'est très très compliqué pour une victime. En plus de ça, limite, elle a l'impression que son histoire va être récupérée. C'est ça, c'est de la médiatisation. Enfin, c'est insupportable. Mais tu sais, insupportable. En général, nous les psychothérapeutes, on fuit un peu la politisation des choses parce que je trouve que pour nos victimes c'est une violence supplémentaire que des militants essayent de tirer leur épingle du jeu, quel que soit leur bord. Pour nous, il y a quand même une posture de délicatesse à avoir vis-à-vis de la souffrance de quelqu'un, et tu peux pas utiliser sa souffrance pour illustrer un discours politique quel qu'il soit. C'est ça, et moi je l'ai beaucoup vu justement quand j'ai témoigné au tout début de mon agression, parce que je criais au scandale qu'en fait on était en insécurité dans les rues. Tu te fais traiter de fille d'extrême droite. Et on me traite de fille d'extrême droite, etc. Et qu'après il y a des féministes qui réutilisent mon histoire pour dire que justement je suis raciste, fasciste, etc. Mais enfin ça n'a aucun sens. C'est complètement ridicule. Et je suis venue témoigner parce que j'étais une victime. Quand j'ai publié l'Antimère, il y a des gens qui m'ont dit que j'attaquais la famille. C'est toujours pareil, en fait. Alors que la famille, on voit bien comment je parle de mes enfants. Je veux dire, c'est justement parce que j'aime la famille que je suis capable de dire des vérités difficiles à entendre sur l'inceste ou sur les mères maltraitantes ou sur les mères jalouses. Parce que pour moi, les pères incestueux, les mères jalouses de leurs filles sont précisément des gens qui insultent la fonction parentale, qui insultent la famille. Donc j'attaque pas la famille, je désigne ceux qui insultent la famille. Et de la même manière, toi t'es pas raciste, tu es en train de désigner un problème qui est en train de devenir endémique. Bien sûr. Parce qu'à un moment donné, si des cultures sont fondamentalement différentes, on va avoir un problème et de justice et d'éducation. Parce que tu ne pourras pas attendre de personnes qui ont été éduquées diamétralement différemment d'avoir les mêmes codes en société. Mais tu l'as d'ailleurs au sein de la même culture. Je veux dire, il y a un problème d'éducation. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des hommes adultes cortiqués, diplômés, qui ne font pas la différence, en toute honnêteté, qui ne sont pas des pervers narcissiques, et qui ne font pas la différence, quand ils sont excités par une femme, entre un non et un jeu de séduction. Et là, je pense que nous, en tant que parents, moi j'ai 3 fils, je pense qu'en tant que parents, ça commence très tôt, ça. Bah oui. Mais j'ai dévié de ta question. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que tu as totalement raison. Et de toute façon, quand on transmet un message, je pense qu'on le transmet avec nos tripes, et c'est ce que tu as pu faire dans l'Antimère. Et même si on se fait critiquer dans tous les cas, au final, c'est comme ça. On ne fait pas pour les gens qui ont envie de râler. Puis il y a quand même beaucoup de personnes qui, au final, après, on le voit, on arrive à faire quand même bouger les choses, etc. Chacun à notre échelle et tout, donc forcément. On critique que ceux qui font, de toute façon. Il faut aussi se dire que les gens qui prennent le temps de critiquer sont souvent des gens assez aigris, qui sont envieux parce que certaines, comme toi, trouvent leur résilience dans... toi, pour moi, tu illustres la phrase de Sénèque qui dit que le courage est un désespoir surmonté. C'est-à-dire que tu as trouvé ta résilience dans, cette souffrance, elle est intolérable et je vais péter un câble et j'ai envie de le tuer, ou alors je rends ça utile. C'est ça. Pour les autres. Donc, tu as transformé ton mal en bien commun. Donc, pour des psys, c'est l'aboutissement de la résilience. Mais il y aura toujours des gens que ça dérangera. De toute façon, il y a toujours des gens que ça dérange qu'on parle des sujets qui fâchent. Ouais. Totalement. Bon, à la différence des sujets qui peuvent être un peu plus mieux acceptés par la bien-pensance d'une certaine société, je pense à l'histoire de Gisèle Pellicot qui est beaucoup mieux accueillie. Et encore une fois, c'est des sujets qui sont totalement différents.
Et ça doit bien être accueilli, mais je pense que mon histoire doit aussi bien être accueillie. Enfin, je trouve que c'est dommage de devoir mettre de la politique dans tout ça à chaque fois, tout le temps. C'est ça qui est tellement dommage. De toute façon, pour un psychothérapeute, il n'y a pas de hiérarchie à mettre, en fait. Malheureusement, le mal peut prendre 1000 visages. Et il n'y a pas de comparaison à faire, en fait. Est-ce que tu as un message, justement, à faire passer à des femmes qui ont pu vivre des femmes ou des victimes, tout simplement, parce que ça arrive aussi à des hommes, bien sûr, qui ont pu vivre un viol avec un proche et qui ne savent pas quoi faire. Alors d'abord, je vais répéter quelque chose que j'avais dit dans le premier épisode. Vous n'êtes pas ce qu'on vous a fait. Et tu sais, dans les sacrifices, dans le côté bouc émissaire, c'est la victime en fait qui porte le poids du péché de l'autre. Et dans le viol, c'est terrible. Il y a ce côté victime sacrifiée parce que c'est celle qui a été agressée qui se sent coupable et honteuse. Donc vraiment, je répète, je martèle, vous n'êtes pas ce qu'on vous a fait. Voilà. Et la merde, c'est lui. La personne sale, c'est lui. C'est pas vous. Et puis la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est si c'est possible, confrontez-le. Parce que c'est un proche et que sur la trahison, il faut le confronter. Il faut tenter que cette personne mesure ce qu'elle a fait. Parce que si jamais il y a une réparation possible, si jamais il y a une demande de pardon possible, si jamais la personne est en capacité de faire amende honorable, ça arrive. Je veux dire, tout le monde n'est pas incapable de se remettre en question. Que cette personne reconnaît qu'elle a pété un câble, qu'elle a vrillé, qu'elle s'est empêtrée dans quelque chose, qu'elle n'a pas géré ses pulsions, qu'elle a sincèrement envie d'aller en thérapie, vous pouvez aussi avoir cette satisfaction de voir une réparation possible d'un lien, mais il faut que l'autre entende qui vous a mis dans une situation de perte et de deuil et que vous avez perdu quelqu'un de confiance. Et peut-être le chemin sera long, que cette personne un jour arrivera à regagner votre confiance. Mais il faut le confronter. Et puis s'il veut rien entendre et qu'il se barricade dans j'ai rien fait, vous faites aider et puis vous allez porter plainte. Mais faites-vous aider, on n'est pas obligé d'aller au commissariat tout de suite, on a du temps pour y aller, c'est dur d'y aller. Et nous, on sait préparer ça. Moi, j'ai préparé des patients qui ne voulaient pas porter plainte et puis qui un jour me disent j'ai envie de porter plainte mais j'ai pas le courage de le faire. Je leur dis est-ce que vous voulez qu'on travaille ? C'est pas à moi de décider si vous allez porter plainte ou pas, c'est votre vie. Bien sûr que si vous le faites, vous allez rendre service à d'autres, mais si vous le faites pas, c'est quand même votre viol, donc en fait, personne n'a le droit de décider à votre place. Mais par contre, si vous avez envie de porter plainte, on le prépare. On le prépare, et puis dans certains cas extrêmes, quand on a quelqu'un de très 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 vulnérable, on peut s'autoriser à élargir le cadre thérapeutique. Enfin, moi, je pense qu'il y a la déontologie qui fait que le cadre, c'est le cadre, mais il y a aussi notre éthique qui fait que dans des situations extrêmes, on a le droit de faire preuve d'humanité par-dessus la déontologie, et on peut dire à une patiente « Je vous accompagne jusqu'à la porte du commissariat. Est-ce que vous avez un proche à appeler quand c'est fini ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste avec vous ? Est-ce que vous voulez que je demande à un de vos proches ? On peut faire ça, on peut aussi mettre de l'humanité par-dessus la thérapie et accompagner quelqu'un. Alors moi, je n'ai pas accompagné une victime, mais je suis allée à la brigade criminelle appuyer sa déposition avec un témoignage en racontant ce qui se passait pour elle après, en fait, dans ses crises d'anxiété, etc. etc. C'est important, je pense, pour qu'une victime soit vraiment soutenue. Et c'est justement, je pense, au sein de la séance qu'elle peut avoir et puis de la relation qu'elle peut établir avec son thérapeute, qu'elle se sent réellement en confiance, qu'elle retrouve, je pense, ce lien de confiance qu'elle peut avoir avec un humain. Et puis qu'elle se dise, en fait, vouloir que tout se règle très vite, c'est un mécanisme de défense parce que ça fait mal. Mais en fait, je vais commencer à guérir quand je vais arrêter de me dépêcher, que je vais accepter que c'est long. C'est long, mais c'est pas impossible d'avoir une sexualité épanouie des mois ou des années après un viol. Donc ça vaut la peine de faire cette démarche. Encore une fois, ça peut sembler injuste de devoir consulter quand on a été agressé, parce qu'on se dit que c'est quand même à l'agresseur de faire un travail sur lui. Mais ça, vous ne pouvez pas forcément l'y obliger. En revanche, faut vraiment vous dire que quand vous allez chez un thérapeute, vous n'y allez pas pour lui, hein. Vous y allez pour lui retirer le pouvoir qu'il a encore de pourrir votre vie alors que l'acte est terminé. Parce que le problème du viol, c'est que c'est un cancer de l'âme et que, alors que c'est terminé, ça continue de venir abîmer votre image de vous et votre sexualité notamment. Donc vous n'y allez pas pour lui, vous allez pour lui retirer son pouvoir. En thérapie, on retire le pouvoir aux gens toxiques. Ouais.
On change pas les pervers vont continuer d'être des pervers, mais on leur retire leur pouvoir. C'est ça, et pouvoir, je sais pas si c'est le mot approprié, mais tourner la page, en tout cas l'accepter. Poursuivre sa vie. Poursuivre sa vie et puis être libéré un peu de toute cette emprise. T'as un dernier mot à rajouter? Eh ben non, je pense que voilà. Super. Merci beaucoup Marie-Estelle. Merci Claire.